Marceau, le soir, avec Marceau. Radio X. Ah, c'est un de nos préférés, en fait. À moi, c'est mon préféré, là. Moi aussi. Regarde-nous pas de même, MJ. Il est journaliste, chroniqueur, auteur et conférencier. Son nom, c'est Christian Page. Il est au bout du fil. Salut, cher Christian. Salut, Yann. Ouais. Est-ce que tu trouvais que j'avais une voix douce et oui, incroyable? C'est ça, puis ça m'a rappelé comme ça, je voulais absolument te faire remarquer que j'ai remarqué depuis le début de l'émission que vous avez beaucoup parlé du womanizer. Oui, monsieur. Tu l'as-tu déjà essayé? Je voulais simplement te dire que j'ai servi de modèle et d'inspiration. Ah oui! Bienvenue, mesdames. Bienvenue, mesdames. Christianpage.ca pour plus de détails. Ouais. Voilà. T'as passé un bon début de semaine? Oui, ça va bien. Ouais. Évidemment, les choses s'activent parce que bon, tu sais, l'Halloween approche. Fait que là, on dirait qu'on me voudrait sur toutes les tribunes. Ouais. Hey, j'ai pensé à toi cette semaine. J'ai vu une vidéo passer où un directeur d'école se plaignait parce que pendant la nuit, le système d'alarme est parti. Et le lendemain, quand ils ont vérifié sur les caméras, ils se sont aperçus qu'il y avait un fantôme qui avait fait du ravage dans l'école. Ah oui, tu sais que cette vidéo-là est actuellement virale sur le web. Hein? Oui. C'est une photo qui a été prise en Irlande, dans le comté de York. Oui. Et des images qui ont été prises dans le comté de York. Et bon, là, je veux pas dégonfler ta bulle, là. Je sais pas si tu étais très, très captivé par ces images. Bien sûr. Évidemment, l'école ne confirme pas ou n'infirme pas ces images. Ouais. Mais l'école confirme qu'à la fin du mois, elle tiendra une grande activité ludique à l'école sur la thématique des fantômes. Ah ben, Colin! Donc, ça va pas bien. Déjà, moi, dès qu'on m'a envoyé l'image, dans le premier visionnement, j'ai déjà noté des éléments qui fonctionnaient pas. Comme quoi? La première chose, par exemple, bon, t'as le phénomène qui va de l'arrière-plan vers le premier plan. Oui. Donc, c'est un peu étrange, cette façon-là, tu sais, que le fantôme ouvre la porte au bout, il avance, puis là, il fait des actions devant la caméra. C'est un peu étrange. Le casier, il y a deux casiers, en fait, un casier au complet qui bouge, et ensuite un autre qui s'ouvre et que des livres sont expulsés. Dans les deux cas, ces casiers-là sont placés devant une fenêtre, donc ils sont accessibles par l'autre côté. Ensuite de ça, c'est la première fois que je voyais une caméra de sécurité qui n'avait pas les secondes. Ah, c'est bon. Donc, quand on regarde l'image, on voit défiler la bande, il n'y a pas les secondes dessus. Ensuite de ça, je trouvais ça aussi étrange que dans une soirée, après le départ des étudiants, que le concierge ait laissé au milieu du corridor un petit panneau indiquant « plancher mouillé ». Oui, mais moi, tu vois, j'ai pas remarqué tous les éléments que toi t'as remarqué, mais ce fameux panneau-là, à un moment donné, je veux pas vendre le punch, là, mais à un moment donné, il bouge, puis il bouge d'une façon à ce que je me suis dit, tu sais, si, mettons, le fantôme a décidé de donner un coup de pied, là, c'est sûr que le panneau ne revole pas comme ça. Fait que je me suis dit, mettons que j'aurais aidé de mettre une ficelle sur ce panneau-là, là, une ficelle qui serait pas visible par la caméra, où est-ce que je la mettrais? Puis je me suis dit, en arrière du panneau, parce que c'est un panneau qui a 4 pattes, là, en arrière du panneau, à droite, je mettrais la ficelle là, et quand ça vient le temps, je tire dessus le plus rapidement possible, puis ça va faire en sorte que le panneau va flipper, mais va flipper d'une façon à ce que si je donne un coup de pied, il réagirait pas de cette façon-là. Exact. Puis c'est vraiment quelqu'un qui a tiré sur la petite patte d'en arrière, et tu vois le panneau un peu se démolir parce que il a tellement tiré fort et rapidement que le panneau il déplie finalement. Et il casse. Moi, c'est ça qui m'avait fait un peu bugger, mais effectivement, la mise en scène est parfaite et je trouve ça particulier. Il y a toujours des gens qui partagent ça en disant hey, ça, c'est vrai. Ouais. Et le dernier élément, quand tu regardes bien, immédiatement à la droite de la caméra, tu vois des panneaux d'affichage. Ça veut donc dire que la caméra qui filme est à la hauteur d'une caméra placée sur un trépied. Elle n'est pas placée au plafond. Je me demandais pourquoi tu faisais ce métier-là, je viens de comprendre. Voilà. donc, dès le premier visionnement, ce sont les éléments qui m'ont frappé. Ouais. Et après, une simple recherche, là, on voit si tu prends la peine, tu vas vite découvrir dans des communiqués de l'école en question qu'ils ont annoncé où ils se préparent à une soirée de l'Halloween ludique sur le phénomène des fantômes. Les avocats commencent à s'intéresser à ce qui s'est passé à Las Vegas. En fait, on se demande pourquoi ça a été si long, l'intervention des policiers. On parle d'un 6 minutes environ qu'on a de la difficulté
difficulté à s'expliquer. On se demande aussi plein d'autres trucs par rapport à ça, là. Entre autres, comment le gars a réussi à rentrer une vingtaine de fusils sans se faire remarquer. Mais il y a les théoriciens du complot qui viennent d'entrer dans la danse aussi. Voilà, parce que toi-même, la semaine dernière, tu me l'avais mentionné, t'avais vu des vidéos circuler notamment, et bien sûr, dès qu'il y a un événement d'importance comme celui-là, évidemment, les théoriciens du complot emboîtent le pas assez rapidement. Et là, bien sûr, il y a des éléments qui, il faut pas se le cacher, vont alimenter ces théories du complot. Le fait qu'on ne connaît toujours pas la motivation du personnage en question, ça c'est un peu inquiétant, d'autant plus qu'on est quand même 10 jours après l'événement et on se pose la question, oui, mais bon, qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça? Parce que on l'a mentionné en ce type, Stephen Paddock, c'est un millionnaire, ouais. Il s'est rendu millionnaire dans l'immobilier, et ce type-là, on lui connaît, bon, c'est vrai qu'il y avait c'est un type qui jouait, mais c'est un type qui n'avait quand même pas de problème d'argent, c'était pas un type qui avait un passé criminel non plus, et là, bien sûr, on se demande ses motivations. D'ailleurs, parlant de motivation, les autorités ont rendu public des photographies prises dans sa chambre d'hôtel, ce qui va alimenter, bien sûr, la théorie du complot, parce que sur une des tables de sa chambre d'hôtel, on voit un stylo avec une feuille. Alors évidemment, les théoriciens du complot ont vite sauté sur cette photo en disant « Ah, peut-être que notre homme en question avait laissé une note expliquant son geste, mais les autorités, elles, n'ont absolument rien mentionné à propos de cette note. » Alors là, ça alimente les théories du complot. Mais tout ça pour te dire que ces événements, parce que là, on rappelle un peu pour les gens qui nous écoutent, peut-être qui ont perdu un peu le fil de cette histoire, l'affaire remonte au dimanche 1er octobre, vers 22h, ce type, le Stephen Paddock, avec des armes automatiques, va tirer sur une foule réunie juste devant l'hôtel. En fait, lui, il se trouve à ce moment-là au 32e étage de l'hôtel Mandala Bay, et il tire sur des gens qui probablement ne l'avaient pas mérité quand même, qui assistait à un spectacle, le Route 91 Harvest, un spectacle de musique country. Et comme tu l'as mentionné plus tôt, là, on a fait quand même 59 personnes qui sont décédées, ouais, et 527 personnes qui ont été blessées. Donc, les théories du complot embarquent dès le lendemain, parce que là, on s'est dit, bon, qu'est-ce que c'est? On trouve toutes sortes de petits trucs. Et puis, évidemment, on a des images. Mais là où je veux en venir, c'est que ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'on voit comment la théorie du complot se construit. C'est-à-dire que, dès le départ, dans n'importe quel grand événement, que ce soit cette histoire à Las Vegas ou que ce soit cet attentat dans une mosquée de Québec, dès le départ, quand un événement comme celui-là se produit, il y a une certaine confusion de la part des journalistes et des médias. On le sait, on travaille dans ce milieu-là, Yann. Quand il y a un événement comme ça qui se passe, bien souvent, on prend le journaliste, on dit, tu t'en vas là, puis tu couvres la nouvelle. Puis là, tout d'un coup, tu es en onde, les policiers n'ont pas encore fait de point de presse, tu sais pas trop ce qui se passe. Et là, évidemment, tu peux pas rester là en te fermant la gueule devant la caméra. Fait que là, tu dis, tu essaies de combler. Tu dis, bon, ben, je suis devant la maison où il y aurait une ou plusieurs victimes, il y aurait peut-être un ou plusieurs agresseurs. Tu essaies de combler un peu ce vide-là. Oui. Et bien sûr, dans cette confusion, il y a des informations qui deviennent contradictoires et qui seront éventuellement peaufinées d'une version à l'autre pour finalement avoir une image plus précise de ce qui s'est passé. Alors ça, là, c'est un des éléments favoris des théoriciens du complot. Dans la vérité et dedans le chaos. Donc, on prend des informations, puis on le sait, au lendemain de l'événement, là, il y avait toutes sortes de choses qui étaient contradictoires. Toi-même, tu l'as dit, tu as vu passer à un moment donné une vidéo où on voyait comme deux éclats de lumière à deux niveaux différents de l'hôtel. Oui. Je vais revenir d'ailleurs sur ces images. Donc, évidemment, il y a des trucs qui sont un peu contradictoires, et là, on choisit là-dedans, et là, ben, les théoriciens du complot, 2-3 jours après, nous disent, oui, mais dans son premier communiqué, la police a dit qu'il y avait peut-être 2 suspects, puis là, soudain, il n'y en a rien qu'un suspect. Qu'est-il advenu du deuxième suspect? Est-ce que la police nous cache des informations? Donc, tu vois, on va construire sur cette confusion. Et ça, on voit ça dans toutes les théories du complot, et on le voit bien dans le cas de Las Vegas, si on va visiter les sites sur le web, cette confusion de la part des médias, ce temps d'arrêt, ce temps d'attente, et évidemment aussi avant que les policiers arrivent sur place, tout ça dans cette confusion devient des éléments qui vont servir à alimenter les théories du complot. Et ce qu'on retrouve également dans le deuxième élément, et on le voit aussi dans cette histoire à Las Vegas, c'est ce qu'on appelle en psychologie sociale le biais de proportionnalité. Et ça, on en a déjà parlé à l'émission. Il faut que la conséquence soit aussi grande que la cause. Donc là, on se dit, bon, ben, on a 500 quelques blessés, près de 60 morts,
Et là, la police nous dit, c'est un kidam qui était comme ça, au 32e étage, qui est arrivé, qui a rentré plein d'armes à feu dans sa chambre, qui a tiré sur le monde. Ça semble tellement invraisemblable qu'on refuse de croire ça, même si éventuellement les autorités arriveraient avec des preuves irréfutables que c'est exactement que ça s'est passé comme ça, et qu'il y a peut-être eu un laxisme de la part des services de sécurité de l'hôtel, les gens refusent de croire qu'une qu'une conséquence aussi grande puisse être provoquée par une cause aussi petite. Et enfin, et là on en arrive à tes images, parce que quand tu m'as mentionné ça mercredi dernier, je me suis intéressé un peu à ça, et pour découvrir en fait qu'il y a plein de vidéos truquées qui ont circulé sur le web. Celui auquel tu fais référence en est un, parce qu'il y a des gens qui ont tourné avec leur téléphone portable, puis là, évidemment, se sont amusés à falsifier des images. Mais tu sais que la semaine dernière, notamment, on a questionné beaucoup, on a même mis en cause YouTube de faire la promotion de ces fameuses vidéos qui vont alimenter les théories du complot. Parce que il faut dire que YouTube, si on fait une recherche sur YouTube, tu vas obtenir, par exemple, on va te sortir par un premier vidéo et on va te faire des suggestions, par exemple. Imaginons que tu t'en vas sur YouTube et tu demandes Elvis Presley, ils vont te sortir une vidéo d'Elvis et tu vas voir défiler sur ton côté d'écran 7, 8 ou 10 autres vidéos d'Elvis Presley. Fait que tu vas pouvoir faire un choix, les mettre en boucle et regarder chacune de ces vidéos. Sur YouTube, ils ont un algorithme dont les arcanes restent un peu mystérieuses. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Mais bref, ce qu'on s'est rendu compte la semaine dernière, c'est que quand tu rentrais Las Vegas, shooting, il y avait quelque chose d'un peu pernicieux dans la façon dont fonctionnait YouTube. Elle mettait de l'avant toutes sortes de vidéos un peu sans source officielle, et certaines de ces vidéos étaient entièrement truquées, et la façon dont l'algorithme de YouTube fonctionnait, c'est un peu comme s'il favorisait ces vidéos de sources douteuses plutôt que de favoriser des sources provenant des vidéos de sources officielles comme les grands réseaux de télévision ou même les services de police, tout ça. Donc c'est un peu comme si YouTube se faisait l'apôtre de la théorie du complot. Alors, certaines vidéos, dont celle dont tu parles, a été retirée, mais elle a été retirée après quand même 35 000 vues. Et YouTube a reconnu que ces vidéos étaient truquées, qui étaient pas, pour eux, ça ne faisait pas partie de leur devoir ni de leur mandat de vérifier l'authenticité de la vidéo. Et YouTube a bien précisé également qu'aux États-Unis, l'un des éléments dans la charte américaine, l'un des fondements même de la charte américaine, c'est le droit à l'expression. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Donc, le fait de falsifier une vidéo, que cette vidéo-là se retrouve sur YouTube, on peut questionner la moralité de ça, mais ce n'est pas illégal de faire ça. Moi, j'étais quand même un peu surpris d'apprendre ça, mais quand même. Donc, ce n'est pas illégal, et donc YouTube a dit qu'il verrait en tout cas resserrer un peu les normes de son algorithme pour ne pas forcément mettre de l'avant des vidéos qui vont dans le sens des théories du complot. Et ensuite, elle a accepté de retirer certaines vidéos dont les sources étaient douteuses, voire tout à fait falsifiées. Parce que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, puis je sais pas si toi ça t'intéresse, puis c'est la façon dont les gens réfléchissent. Les gens disent, non, ça c'est des grands réseaux, eux ne disent plus la vérité, sont contrôlés par le gouvernement. Fait que petit Joe, là, qui va avoir mis sa vidéo sur YouTube, qui nous laisse penser qu'il y avait peut-être un deuxième tireur, a probablement plus raison que le gros réseau de télé. C'est particulier. En fait, dans les théories du complot, l'une des règles de base de la théorie du complot pour qu'elle puisse s'enraciner, c'est forcément diaboliser les sources officielles. Donc, que ce soit, par exemple, pour parler dans le cas de Las Vegas, d'une fusillade, donc on va diaboliser la source officielle. Donc, on ne croit pas les réseaux de télévision, on ne croit pas non plus les autorités policières. Donc, on favorise des sources tierces qui, elles, évidemment, vont dans le sens de nos croyances. Et c'est vrai comme ça, c'est vrai aussi en science, hein. C'est-à-dire, si tu crois aux ovnis, ne crois pas l'armée, ils vont te dire, il faut pas que tu crois l'armée, il faut pas que tu crois les scientifiques, il faut pas que tu crois ci. Donc, les théoriciens du complot, c'est toujours diabolisons les sources officielles et favorisons les marginaux. Ça, c'est une des règles premières. Et bien sûr, aux États-Unis,
Écoute, faut pas se le cacher, quand même le président des États-Unis, presque chaque jour, martèle le clou des médias en disant les médias répandent des fausses nouvelles, etc., etc. On en est presque rendu. Maintenant, là, les théoriciens du complot ont un allié pour diaboliser les médias officiels, et c'est le président même du pays. C'est incroyable. Ça devient sérieux. Ouais. Et là, évidemment, il n'y a pas une journée qui s'écoule sans que Donald Trump n'accuse pas les médias américains de jouer un jeu contre lui et de répandre des fausses nouvelles. Alors là, évidemment, si toi, tu adhères à ces fameuses théories, évidemment, tu as un allié de choix dans ton discours. Effectivement. Tu nous parles et tu nous ramènes une vieille vidéo. En fait, je pense que MJ était même pas encore né. C'est bien possible. Tu nous amènes l'autopsie de Roswell. Y a-tu du nouveau là-dedans? Écoute, moi-même, je suis comme tombé à la renverse quand j'ai vu cette nouvelle-là passer. Donc, pour les gens de la génération des midgets, rappelons qu'en T'étais presque né. En 1995, il y a des images qui ont fait couler énormément d'encre. Ça a fait le tour du monde, cette histoire-là. C'était un petit bout de film d'une dizaine de minutes, tourné en noir et blanc, qui nous était présenté comme étant l'autopsie d'un des extraterrestres ou d'un extraterrestre qu'on aurait retrouvé dans le désert de Roswell en 1947 après l'écrasement de son ovni. Ça ressemblait à quoi, hein? Donc, la soucoupe s'écrase, selon la légende qu'on retrouve dans les milieux sur les ovnis. En juillet 1947, une soucoupe s'est écrasée dans le désert de Roswell. L'armée a récupéré la machine et à l'intérieur de l'engin ou autour de l'engin expulsé lors de l'écrasement, on aurait retrouvé de 3 à 6 corps de ces extraterrestres. Et le film nous montrait apparemment l'une de ces autopsies. Ce qui était quand même assez surprenant, c'est que l'histoire autour de ça était excessivement nébuleuse. Je voudrais pas être généraliste, mais c'est souvent le cas dans les phénomènes paranormaux. Les sources sont souvent nébuleuses. Et dans ce cas-là, donc, on avait un type qui s'appelait Raymond Santilli, un producteur de télévision britannique qui est propriétaire d'une firme qui s'appelle Merlin Group. Et Santilli racontait une histoire cousue de fil blanc. Il avait été aux États-Unis pour acheter des vieux films qui montraient Elvis Presley dans son jeune temps, à ses débuts. Et là, à un moment donné, on leur a introduit un caméraman qui aurait travaillé pour des réseaux de télévision dans les années 50. Et ce type, au bon an, mal an, aurait annoncé à Ray Santilli, il aurait dit, vous savez, c'est bien de chercher des films sur Elvis Presley. On est tous d'accord, c'est une icône. Mais avant d'entrer au service de la télévision, moi, j'étais dans l'armée et j'ai filmé l'autopsie d'un extraterrestre. Et là, d'ajouter à Ray Santilli, toujours selon la version que Ray Santilli lui-même propose aux médias, ce caméraman mystérieux lui aurait dit, j'ai tourné les images de l'autopsie, je les ai sur bobine, mais l'armée n'est jamais venue les chercher. Donc, cette boîte-là traîne sous mon lit depuis 50 ans, et voilà, des bobines 16 mm. Ray Santilli s'empare donc de ces images, et c'est ces images, éventuellement, qu'il va vendre au reste du monde et qui seront présentées comme étant les images de l'autopsie de l'extraterrestre. Au Québec, les gens se rappellent peut-être que l'émission de Claire Lamarche, auquel j'avais participé d'ailleurs dans les deux fois, l'émission de Claire Lamarche à l'époque avait fait un spécial en 2 parties présentant le film de l'autopsie. Et je me rappelle à l'époque, les frères Gosselin, des gens spécialistes des effets spéciaux qui habitaient la région de Montréal, s'étaient amusés d'ailleurs pour quelques dollars à refaire un extraterrestre en silicone et de refaire un peu un faux film de l'autopsie pour montrer à quel point il était facile pour des gens œuvrant dans le milieu des effets spéciaux de reproduire une scène comme celle-là, et on n'a pas besoin de vrais extraterrestres venus de Betelgeuse pour pouvoir faire ça. Alors, l'histoire, éventuellement, a été entièrement discréditée, et puis, éventuellement, en 2006, le producteur, Raymond Santilli, a avoué que le film était faux, mais il y a mis un bémol. En 2006, il dit « Le film est faux, mais... » Le film a été tourné dans un appartement londonien. Oui, c'était un mannequin en caoutchouc, il n'y avait rien de vrai là-dedans, mais le film avait été conçu à partir d'un vrai film d'autopsie d'extraterrestres que j'avais vu, que j'avais acheté, mais la pellicule était trop dégradée pour pouvoir espérer en tirer un profit commercial. Alors, j'ai décidé de faire un faux film du vrai film. On y croit presque. On y croit presque, hein? Et puis voilà que l'année suivante, un type qui s'appelle Spiros Melaris a déclaré publiquement, il dit, écoutez,
cette histoire de vrai film, du faux film, là, il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est moi qui ai réalisé ce film-là à la demande de Raymond Santilli et on a tout créé du début à la fin, de A à Z. Il n'y a jamais eu de vrai film. Tout ça est encore une fois une arnaque. On croyait que l'histoire était morte au feuilleton à ce moment-là. Ouais. Puis, la semaine dernière, ce fameux Raymond Santilli, qui visiblement n'en a jamais assez, en a rajouté une couche en nous sortant une vieille photo noir et blanc floue à souhait, en nous disant, bon, ben, je vous jure que le film de l'autopsie de l'extraterrestre a bel et bien existé, le vrai, bien sûr, et voici une des images provenant de ce film-là. Et voilà, on est reparti pour un autre tour de piste. Alors, au moment où on se parle, l'histoire de l'autopsie de l'extraterrestre est ravivée dans les milieux sur les ovnis à partir de cette photo hyper floue qui montrerait apparemment le vrai extraterrestre de Roswell. Mais quand on y regarde bien, moi je l'ai vu cette photo, on a bel et bien l'impression que c'est une vieille photo tirée du film de 1995 qui avait été présenté un peu partout à travers le monde et qu'on y a fait un petit peu de Photoshop pour la rendre plus floue, pour ne pas pour créer une espèce de confusion. Santilli s'était fait beaucoup d'argent avec cette vidéo-là? On croit qu'il aurait mis à peu près dans ses poches, parce qu'il faut savoir qu'au moment où il l'a diffusé, ouais, il avait vendu ça à des réseaux et il avait mis une espèce d'embargo. Il vendait la pellicule parce que, évidemment, si tu te remets dans le contexte, son histoire a deux possibilités. Dans le premier cas, si c'est vrai, il n'a pas les droits, puisque le film appartient à l'armée. Il joue un peu le receleur. Il a un film qu'il a volé à l'armée et qu'il vend à des réseaux. Donc, le droit d'auteur est contestable. Ou de l'autre façon, le film est flou, mais comme lui le présente comme étant vrai, il ment sur sa provenance. Alors là aussi, c'est débattable sur qui détient le droit de ça. Alors, quoi qu'il en soit, Santilli, je me rappelle très clairement les événements de cette époque. Il vend, durant l'été de 1995, il vend le film à différents réseaux, mais il leur impose une date d'embargo qui est au mois de septembre. Et ce n'est donc qu'à partir du mois de septembre que les réseaux peuvent diffuser des images. Et on croit que cette petite manigance lui aurait rapporté quelque chose comme 7 millions de dollars. Pourquoi j'ai jamais d'idée de même, moi? C'est ça, on pense pas à ça. Fait que, ben là, en tout cas, je viens de te donner la recette qui semble bien fonctionner. Puis comme tu peux le voir, l'affaire est jamais morte quand elle est pas tout à fait morte. Exact. On parle maintenant de mutilation animale. Restons dans le domaine des ovnis. Ouais. Connais-tu le phénomène des mutilations animales? J'en ai souvent entendu parler. Bon, ce phénomène est c'est un phénomène, je dirais, qui est un peu limite du phénomène des ovnis, hein. C'est-à-dire que depuis les années 60, on a rapporté, principalement aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde, et c'est d'ailleurs ailleurs dans le monde où je vais t'amener ce soir, mais on a rapporté des animaux, principalement des animaux de ferme, hein, des bovidés en particulier, qui auraient été retrouvés dans les champs mutilés. Donc, on voit un peu le scénario, le rancher arrive un bon matin et là trouve une de ses vaches, elle est étendue sur le côté. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il manque parfois une partie, des parties de la chair. Moi, je me rappelle, à un moment donné, je m'étais retrouvé en Alberta, j'avais été amené sur un cas de mutilation animale et le pied de la vache semblait avoir été enlevé au scalpel. Hein. On voyait une déchirure qui était très, très droite et on avait l'impression que ça avait été fait au scalpel. Parfois, on a des impressions d'une cauterisation des chairs. On ne retrouve pas beaucoup de sang ni dans l'animal, ni autour de l'animal. Des organes sont manquants. On parle des organes génitaux, l'anus, la langue, les yeux. Donc, tu vois, on a un peu un contexte un peu étrange, cette affaire-là, et beaucoup de gens refusent de croire qu'une telle mutilation puisse avoir été faite par des animaux et par des animaux charognards. Alors là, on imagine le scénario, ou bien ce sont des sectes sataniques, donc des gens qui font ça pour des rituels, ou bien ce sont peut-être des extraterrestres. Hein. Tu sais que moi je dis souvent, dans le doute, accuser les extraterrestres. Voilà. Sont toujours bons. Tu sais. Alors, évidemment, on accuse les extraterrestres. Et ça, cette histoire-là des mutilations animales date depuis, en tout cas, ça roule depuis les années 60. Il faut quand même dire qu'en 1980, le FBI avait quand même demandé l'affaire avait pris de telles proportions que le gouverneur de l'État du Nouveau-Mexique, un type qui s'appelait Harrison Schmitt, est-ce que ce nom te dit quelque chose? Pas du tout. Harrison Schmitt, il a marché sur la Lune, c'était le géologue de la mission Apollo 17. Or, quand un héros comme celui-là
décide de s'adresser officiellement aux autorités, tu dis pas, va te promener dans un champ. Hein? C'est quand même Harrison Schmitt, un type qui a marché sur la Lune. Alors évidemment, Schmitt, après avoir été sur la Lune, évidemment, il a embrassé une carrière politique et finalement, il s'est retrouvé gouverneur de l'État du Nouveau-Mexique. Il s'adresse donc aux autorités en disant: je ne sais pas ce qu'il y a de vrai dans ces histoires de mutilation animale, mais on m'a abordé sur le sujet et ça semble préoccuper les ranchers, les éleveurs. Donc, il faudrait que le FBI enquête là-dessus. Alors, le FBI enquête et en 1979, elle charge l'un de ses enquêteurs, en fait, c'est l'État du Nouveau-Mexique et le FBI conjointement qui vont enquêter là-dessus. Il charge un agent, un type qui s'appelle Kenneth Rommel, de faire enquête. Et en 1980, Rommel a remis ses conclusions. Et crois-le ou non, la conclusion, c'est que c'est des animaux charognards qui font ça. Donc, il ne faut pas chercher des extraterrestres. Si tu as l'impression parfois que les tissus semblent avoir été coupés au scalpel, c'est parce qu'il faut savoir que dans des États comme l'Arizona, le Texas, le Colorado, les animaux sont pas, comme ici au Québec, on rentre pas les animaux dans la grange tous les soirs. On les laisse dans les champs. Oui. Souvent, ce sont des pâturages qui sont énormes. Donc, souvent, ces animaux sont retrouvés seulement 3 ou 4 jours après être décédés. Donc, le gonflement des chairs a déjà commencé. Les chairs, en s'étirant, te donnent une impression que ça a été coupé au scalpel. Le sang a coagulé dans l'animal, donc tu ne le retrouveras pas sur le sol. Et si tu bouges l'animal, il n'y aura pas non plus d'écoulement sanguin. Et des oiseaux qui avaient même été filmés par, je me rappelle, les Texas Rangers, des oiseaux comme les busards vont se déposer autour des carcasses, ils vont picorer immédiatement les yeux, ils vont entrer leur tête dans la bouche et même entrer leur tête dans l'anus pour aller manger des organes à l'intérieur. Drôle de place pour mettre sa tête, soit dit en passant. Oui, c'est ça. Donc, évidemment, ces comportements d'oiseaux charognards, pour un non-initié, peut donner une impression qu'il y a quelque chose d'exotique dans tout ça. Donc, les autorités, elles, concluent qu'il s'agit d'animaux charognards et principalement des oiseaux, comme les busards. Ouais. Et le même phénomène a été rapporté un peu partout dans le monde, et là, j'en arrive, tout ce grand détour pour arriver pour te dire que depuis le début du mois de septembre, on en est rendu à un 5e animal, une vache, là, qui a été trouvée ce week-end, mais ce sont encore là des bovidés qui ont été retrouvés dans un petit village qui s'appelle le General San Martin. En fait, ça se trouve à 200 km à l'ouest du port de Bayonne, on est en Argentine. Et là, on a trouvé ce week-end une vache qui se préparait à mettre bas, là, qui est enceinte. On l'a retrouvée, morte, elle aussi mutilée, il manque un œil, une partie de la langue, la mâchoire, etc., etc. Et là, comme c'est le 5e animal dans la région qui est retrouvé avec des mutilations comme celle-là, les ranchers, les éleveurs commencent bien sûr à s'inquiéter. Et là, évidemment, il y a une espèce de panique qui s'est prise auprès des villageois. Et là, on s'adresse directement aux autorités. On exige, on demande une enquête officielle pour qu'on puisse faire la lumière sur ces mutilations. Ces gens-là sont bien sûr persuadés, comme beaucoup, que les extraterrestres doivent avoir quelque chose à faire là-dedans, alors que les autorités, elles, racontent qu'il y a quelques années, ils avaient enquêté sur des mutilations semblables dans une autre région de l'Argentine, où ils avaient conclu que c'était des espèces de petits rats des champs, un peu comme nos mulots, qui faisaient ces mutilations. Évidemment, l'explication est loin de satisfaire tout le monde. Et là, actuellement, il y a comme une sorte de bras de fer qui se joue entre les agriculteurs de cette région et, bien sûr, les autorités qui refusent d'enquêter sur ces morts mystérieuses, disant que tout ça n'a rien à voir, n'a rien d'exotique et que ce n'est que la nature. Ce n'était pas le fameux Chupacabra que tu nous avais parlé. Non, ce n'était pas le Chupacabra, ni en Argentine, ni au Mexique, qui est venu faire ce petit travail. En terminant, tu nous parles du Stardust Ranch qui est à vendre? Oui, voilà. Quand on parle de phénomènes étranges et mystérieux, il y a comme des lieux qui tiennent le haut du pavé. Et l'un de ces lieux, c'est ce Stardust Ranch qui se trouve en Arizona. Il y en a un autre semblable qui s'appelle le Skinwalker Ranch, dont on a d'ailleurs fait un film qui, lui, se trouve en Utah. Mais là, on parle du Stardust Ranch. Le propriétaire, c'est un type qui s'appelle John Edmonds. Et cet endroit-là est une véritable pépinière à phénomènes paranormaux. Donc, le type, d'ailleurs, il raconte une anecdote. Lorsqu'il a acheté le ranch, il y a 20 ans, lorsqu'il a emménagé dans le ranch, il a découvert que des anciens propriétaires, plutôt que passe-moi l'expression, mais plutôt que de pacter le truc, ils s'étaient débarrassés non seulement de leurs vêtements et des meubles, ils avaient tout jeté ça dans la piscine, plutôt que de les apporter avec eux. Donc, c'est quand même étrange. Donc, notre type, M. Edmonds et son épouse, arrivent, s'installent sur place, et au cours des 20 dernières années,
Ils ont vécu une telle quantité de phénomènes paranormaux qu'il serait à peu près impossible de les décrire ce soir. Donc, ça va des fantômes aux apparitions de lumière dans la maison ou tournant autour de la maison. Puisqu'on parle, c'est quand même un très grand terrain qui est surtout utilisé pour l'élevage des chevaux. On parle d'un terrain qui fait presque 10 acres. Ouais. Donc, on aurait vu des lumières, la maison serait hantée, on aurait vu des ovnis. M. Edmunds nous assure d'ailleurs, le plus sérieusement du monde, que l'un de ses chiens serait mort après avoir mordu un extraterrestre. Donc, tu vois un peu le scénario. Et cet endroit-là est tellement fascinant qu'il a même fait l'objet d'un reportage de la série Ghost Adventure. On l'a aussi souvent couvert, et les gens croient qu'il pourrait être construit sur une espèce de portail qui s'ouvrirait de temps à autre vers une autre dimension, ce qui expliquerait pourquoi il y a tant de phénomènes paranormaux sur le site. Mais là, je te précise, je suis pas obligé de croire à ça, moi, là. Je ne fais que te rapporter ce que l'on en dit. Alors, si tu es intéressé de vivre dans cette pépinière de phénomènes bizarres, sache que le ranch est à vendre pour la modique somme de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars US. Donc, c'est un prix, somme toute, assez raisonnable quand on regarde l'endroit. Et il y a toujours la possibilité de vivre cette histoire, ces expériences étranges. Soit dit en passant, l'agence immobilière qui vend l'endroit en question dit bien, annonce aux futurs propriétaires effectivement que l'endroit est très particulier, qu'il faut avoir les nerfs solides pour y habiter parce qu'il y a toutes sortes d'histoires étranges qui circulent sur l'endroit. Mais quand même, elle exige du futur propriétaire qu'il signe un document dans lequel il reconnaît que acquérir la propriété ne veut pas nécessairement dire qu'il y vivra, lui, des phénomènes étranges. L'agence immobilière ni l'ancien propriétaire ne pouvant garantir que le paranormal sera au rendez-vous avec le nouvel acheteur. Mais toi et moi, on pourrait ouvrir un bed and breakfast là. Oui, absolument. Ça serait bien. On pourrait inviter tous les auditeurs de Radio X, puis on pourrait émettre directement de ce ranch-là, du Stardust Ranch. On pourrait jaser avec les conspirationnistes. Ah, qu'on aurait du plaisir. Puis on pourrait se faire un gros michoui avec ça. Un gros merci, Christian. Ça m'a fait plaisir. Christian Page, l'enquêteur. Salut, Christian.